tout le monde. Je pense qu'on va commencer maintenant. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre quatrième webinaire de la saison sur le SEPD, PDA en petite enfance. On profite du spectre de l'autisme. Je suis Samantha, coordinatrice de projet chez Nexus Santé. Ma collègue Julia est également présente avec nous. Nexus Santé est un organisme à but non lucratif, donc la mission est de promouvoir la santé. Notre projet Petite enfance en santé soutient les familles francophones de l'Ontario. Nous développons chaque année des webinaires et des balados et nous finançons des groupes de soutien dans la province. Tous nos webinaires de l'année dernière sont disponibles sur notre site internet petiteenfance.ca et nos balados sont disponibles sur Spotify et notre application. L'application Parenthèse, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes nos activités, est disponible sur Apple et Android. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook, Parenthèse Ontario, informations et ressources en petite enfance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre quelques minutes pour reconnaître et rendre hommage aux peuples autochtones qui sont les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je me trouve pour ma part sur les territoires Mississauga et Haudenosaunee. Nous sommes réunis de manière virtuelle, donc chacun et chacune dans nos espaces respectifs, mais il est important de se rappeler que chaque personne de cette terre a une histoire et cette histoire est façonnée par les ancêtres et les communautés autochtones qui y ont prospéré depuis des millénaires. Cette reconnaissance n'est pas seulement un geste de respect, mais aussi une invitation à réfléchir profondément sur les richesses culturelles, le savoir ancestral et la sagesse que les peuples autochtones apportent à notre monde. Leur connexion intime à la terre, aux éléments et aux cycles naturels nous offre une leçon précieuse sur la durabilité et l'harmonie, surtout en ces temps difficiles. Nous reconnaissons que le chemin vers la réconciliation est un voyage continu, nécessitant une écoute attentive, une compréhension profonde et des actions concrètes. Alors, je souhaiterais que cette présentation soit un moment pour célébrer la diversité de nos voix et de nos perspectives, tout en honorant les fondations mêmes de cette terre sur laquelle nous avons la chance de nous exprimer. Merci. Ma collègue Julia est présente aujourd'hui en tant qu'animatrice du webinaire. Julia est mère de 3 enfants, deux de ses enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme et une un profil SEPD. Elle travaille dans le domaine de la santé maternelle, mais elle adore l'exploration de la nature et faire du camping en famille. Elle est passionnée par l'accès à la nature pour tous ses enfants. Notre intervenante aujourd'hui s'appelle Bianca. Bianca est une militante de pratiques neuroaffirmatives. Elle a également fait beaucoup de travail et interventions communautaires, notamment envers les femmes chefs de famille monoparentales et femmes victimes de violences conjugales. À la suite d'une période très difficile avec son enfant, elle a entrepris de suivre diverses formations dans le but de favoriser le rétablissement et renforcement émotionnel de toute la famille en adoptant une approche collaborative et proactive et à faible demande. En tant que personne neurodivergente elle-même, elle est également mère de 2 enfants neurodivergents. Donc l'un d'eux a un profil SEPD. Bianca croit en la valeur de l'expérience vécue et croit que nous devons apprendre à rencontrer les enfants là où ils sont et non là où nous pensons qu'ils devraient être. Ce changement ouvre une nouvelle voie pour que toute la famille puisse connaître la croissance, l'équilibre et la joie en tant qu'individu et en tant que système relationnel dans son ensemble. Merci. Merci beaucoup, Samantha, et bienvenue à nos auditeurs. Merci pour votre introduction aussi pour moi. Je vais aussi juste me présenter un petit peu plus. Comme Samantha a dit, je suis mère de 3 enfants et puis une de mes enfants a un profil SEPD. Comme c'est souvent le cas pour les parents d'un enfant SEPD, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur ce profil d'autisme. J'ai suivi nombreux conseils qui n'étaient pas du tout utiles pour mon enfant. Et puis, j'avais vraiment l'impression d'être une mauvaise mère. Je me demandais pourquoi les conseils qui fonctionnaient pour les autres parents ne fonctionnaient pas du tout pour notre famille. Et je ne pouvais vraiment pas trouver beaucoup d'informations sur le SEPD. C'était seulement quand j'ai trouvé les groupes de soutien, j'ai trouvé les autres parents qui ont le même expérience.
que j'ai pu mieux comprendre que mon enfant et puis aussi me sentir un petit peu moins seule. Alors, je suis très, très reconnaissante, à mes collègues à Petite Enfance d'avoir, organisé ce webinaire et si certains de nos auditeurs se trouvent dans une situation similaire, à celle que dans laquelle je me trouvais il y a quelques années, où je me sentais complètement perdue, je sais que ce webinaire vous donnerait des excellentes informations et puis, des idées pour des ressources, supplémentaires et j'espère que vous vous, sentirez un peu moins seul. Et puis je suis très heureuse de participer à ce webinaire avec 2 parents qui, ont des enfants avec un profil SEPD, Jessica Lamoureux et Bianca Latour, pour qu'ils peuvent, partager leurs expériences et leurs connaissances. Alors, maintenant je vais passer à Bianca, si, tu veux commencer. Je vais juste, me laisser retrouver le PowerPoint un moment. Oui, parfait. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis bien heureuse de vous parler du profil SEPD aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un court PowerPoint. En fait, on va passer un petit peu à travers l'historique, la description du profil, les différences de présentation, caractéristiques et stratégies, puis on va terminer là, avec un petit peu de ressources, là, si vous voulez aller plus loin. Donc, le syndrome d'évitement pathologique des demandes, plus connu sous le nom de PDA, a été introduit pour la première fois par Dr. Elizabeth Newson. Donc, c'est vraiment un concept britannique. C'est une psychologue britannique dans les années 80. Elle l'a d'abord décrit comme un sous-groupe spécifique du spectre de l'autisme. Donc, Newson a mis en évidence des caractéristiques distinctes des personnes atteintes de SEPD en soulignant leur extrême résistance aux exigences quotidiennes de leurs besoins de contrôle. Donc, c'est vraiment un gros besoin d'autonomie, en fait, là, qui allait au-delà des caractéristiques typiques de l'autisme. Comme je disais, le profil SEPD, ou plus connu sous le nom de PDA, a fait énormément de recherches, puis a été le sujet de discussion dans le domaine des troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est quand même un concept qui est là depuis les années 1980. Euh, Par la suite, pour une brève description du profil, le syndrome d'évitement pathologique des demandes, PDA, est un terme souvent associé au trouble du spectre de l'autisme. Donc, en fait, ça fait vraiment référence à un profil du spectre de l'autisme. Dans la petite enfance, les personnes SEPD présentent généralement une forte résistance aux demandes internes et externes de la vie quotidienne. Par interne et externe, on parle aussi de demandes du type du corps, comme se nourrir, aller à la salle de bain, comme demande interne que les personnes SEPD vont résister. Puis elles vont faire des gros efforts pour les éviter. C'est un comportement qui est considéré comme extrême par rapport à l'évitement typique observé chez les enfants, le neurotypique, ou seulement les enfants neurodivergents. Le SEPD peut impliquer et en fait implique généralement de l'anxiété, un besoin de contrôle, beaucoup de difficultés de flexibilité, puis ça rend le tout très difficile pour l'individu d'engager plusieurs activités quotidiennes, même les activités préférées en fait de l'individu. Puis l'identification du profil et le soutien précoce sont vraiment cruciaux pour répondre à ces nombreux défis. Au niveau des présentations, différences de présentation, on peut parler de termes internalisés et externalisés dans le contexte du SEPD. Dans le fond, ça fait référence à la différente façon dont les individus expriment leur comportement d'évitement. Le syndrome d'évitement pathologique internalisé. Donc, ça va être une manifestation beaucoup plus subtile. Elle va impliquer plus de lutte interne chez l'individu, de l'anxiété, une détresse émotionnelle. L'individu va résister aux demandes en se retirant.
aussi en devenant anxieux ou en éprouvant des troubles émotionnels internes. La présentation externalisée, à l'inverse, va impliquer des comportements beaucoup plus observables chez l'individu. Il va ouvertement refuser les demandes, afficher plus de résistance, utiliser différentes stratégies telles que la négociation, distraction, diverses stratégies sociales pour éviter de se confirmer aux différentes demandes. C'est très important de comprendre assez rapidement le type de présentation pour pouvoir adapter, en fait, et aider l'individu en adaptant nos interventions et les stratégies pour soutenir la personne SEPD en tenant compte de leurs défis spécifiques et de leurs mécanismes d'adaptation. Au niveau des caractéristiques, la personne SEPD se caractérise par, en fait, le PDA se caractérise par plusieurs caractéristiques clés. La première va être l'évitement extrême des demandes. La personne va présenter une énorme résistance intense aux demandes quotidiennes de la vie en faisant énormément d'efforts pour éviter de s'y conformer. L'anxiété et le besoin de contrôle. C'est souvent le nerf de guerre du PDA. Donc, il existe souvent une anxiété sous-jacente liée aux demandes associées à un fort besoin de contrôle. Les individus peuvent se sentir dépassés et vont se sentir en fait dépassés par les attentes extérieures. Le masquage social. C'est des personnes qui peuvent utiliser des stratégies sociales et des techniques de masquage pour naviguer les situations sociales. Ça va rendre l'identification de leurs difficultés un peu plus difficile, puis ça peut conduire à un comportement qui peut sembler incohérent pour une personne extérieure. C'est souvent des personnes qui vont avoir une sociabilité superficielle. Donc, en fait, malgré les difficultés liées aux interactions sociales, les personnes SEPD peuvent afficher un niveau superficiel de sociabilité, ce qui peut introduire en erreur dans la compréhension en fait, de leurs défis sociaux. Difficultés avec les transitions. Donc, tous les changements et les transitions peuvent être particulièrement difficiles pour les personnes SEPD. Ça va augmenter le stress et la résistance, augmenter également leur anxiété. Donc, elles vont souvent utiliser des stratégies d'évitement inhabituelles. Les personnes peuvent employer des stratégies créatives, non conventionnelles, pour éviter les exigences telles que négocier, distraire. Il est important de noter que le SEPD est considéré comme un profil du spectre de l'autisme et que les caractéristiques nommées précédemment peuvent varier, bien sûr, selon les individus. Au niveau des stratégies pour soutenir les personnes SEPD, je pense que ça implique de comprendre leurs besoins uniques et de mettre en œuvre les stratégies adaptées à leurs défis. Donc, je vais vous en proposer quelques approches générales. Donc, offrir flexibilité et négociation. Donc, offrir des choix, offrir de la flexibilité dans les routines va aider énormément à réduire l'anxiété. Utiliser une communication claire, donc un langage clair, concis, le langage déclaratif, en évitant toute ambiguïté. Construire la confiance, donc établir une relation de confiance, reconnaître et respecter leurs besoins de contrôle, tout en favorisant un environnement optimal. Les scénarios sociaux et soutien visuel. Donc, utiliser des aides visuelles et des scénarios sociaux pour aider les individus à comprendre et à naviguer dans les situations, les demandes et les changements sociaux.
La reconnaissance. Reconnaissez et validez les sentiments et les défis chez l'individu. Assurer la prévisibilité, donc en minimisant les surprises, en assurant la prévisibilité des routines, en communiquant clairement tout changement à l'avance et en aidant les individus à se préparer aux transitions. Considération, reconnaissance sensorielle, donc être vraiment conscient des particularités sensorielles, puis en créant un environnement qui répond aux besoins sensoriels de l'individu. Le soutien professionnel, donc demander conseil à des professionnels expérimentés, donc ça peut être des ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues. Ils peuvent nous fournir des informations et des stratégies précieuses. Et éducation et sensibilisation. Donc, en éduquant l'entourage de l'individu, y compris la famille, les amis, les éducateurs, au sujet du SEPD, une sensibilisation accrue peut conduire à une meilleure compréhension et à un meilleur soutien. Il ne faut pas oublier que chaque individu est unique et que les interventions doivent être adaptées à ses besoins spécifiques. Donc, une communication et une collaboration cohérente avec les professionnels peuvent améliorer l'efficacité et les stratégies du soutien. Et finalement, une page de ressources. Donc, il y a des liens à cliquer. Puis, il y a des livres qui peuvent aider autant les parents, éducateurs et toute personne travaillant de près ou de loin avec nos enfants ou avec tout autre enfant PDA, SEPD. Bon, merci beaucoup, Bianca. J'aimerais maintenant demander à Jessica si elle peut nous joindre aussi. J'ai quelques questions avant qu'on réponde aux questions de nos auditeurs. Alors, ma première question, je pense que c'est un peu plus pour Jessica. C'est concernant l'école. Je sais que la majorité des enfants SEPD ne peuvent pas aller à l'école, l'école traditionnelle au moins. C'est certainement le cas de mon enfant. On enseigne à la maison. Euh, quelles ont été vos expériences en matière de scolarisation? Et puis, est-ce que tu as des conseils que tu pourrais nous donner aux parents qui naviguent l'école et le SEPD? Oui, donc moi j'ai un enfant SEPD, puis un enfant plus vieux, puis je fais l'école à la maison avec les deux. J'ai décidé de faire l'école à la maison simplement parce que c'est un chemin que je voulais faire depuis longtemps, mais je me suis rapidement rendue à l'évidence que c'était nécessaire pour mon garçon, mon plus jeune, qui est SEPD. Dans le fond, on a quand même essayé d'intégrer des endroits comme une petite prématernelle quand il était plus jeune. On a fait des essais avec plusieurs écoles en forêt et je me suis rendu compte que les demandes de même ces endroits-là qui sont pas aussi contraignantes que l'école peuvent être difficiles pour nos garçons. Donc, j'ai rapidement découvert l'éducation autrement, dans le fond, au lieu de faire l'école à la maison comme l'école traditionnelle. On s'est penché plus vers une façon plus dirigée par l'enfant. Donc, je conseillerais aux gens qui ont des enfants qui n'apprennent pas bien dans des contextes trop structurés de s'informer sur ces différentes façons de faire. Les enfants, moi, je crois qu'ils veulent tous apprendre, ils veulent tous évoluer. Donc, si on leur laisse un petit peu plus de liberté de choisir leur chemin, mais qu'on les encourage et qu'on les accompagne bien, on peut vraiment en arriver loin avec ces enfants-là, plutôt que d'essayer de mettre des contraintes et des leçons préméditées par nous. Oui. Merci beaucoup. Une question peut-être pour vous deux. Alors,
il y a de nombreux parents avec qui j'ai parlé, qui ont des enfants avec le profil SEPD, souffrent du burn-out. Et puis le conseil qu'on dit normalement aux parents, c'est «Ah, tu devrais avoir un babysitter, quelqu'un qui vient pour garder les enfants pendant quelques heures. Tu vas aller sortir avec ton chum pour manger quelque chose. Tu vas sortir avoir un petit date night et puis un peu de self-care.» Euh, et puis, pour nos enfants, ça ne fonctionne vraiment pas parce que comme on est normalement la personne avec qui on aide Le co-régulateur. On devient le exactement co-régulateur de notre enfant. ils nous ont besoin pour faire la régulation de leurs émotions. Alors, le bouleversement émotionnel qui vient après qu'on prend une petite pause, ça vaut vraiment pas la peine de prendre la pause. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour les parents qui sont vraiment épuisés et qui Mhm. ne savent pas quoi faire pour s'en sortir du burn-out? Oui, absolument. En fait, moi, j'appelle ça un peu le paradoxe du répit, hein. Oui. Donc, comme tu le dis, Julia, ça vaut pas la peine. À la fin, le, l'outcome de ma sortie va être plus dur à gérer que le bien-être que ça va m'avoir procuré. Donc, moi, la suggestion que j'ai, c'est en fait, c'est de chercher de l'aide autrement, de déléguer sur les tâches connexes, en fait. Donc, comme je suis le co-régulateur de mon enfant, elle a besoin de moi euh, pas mal en tout temps, je dirais. Donc, peut-être, c'est correct acheter des repas tout faits. C'est correct si quelqu'un de notre famille nous prépare un repas. C'est correct d'avoir quelqu'un qui vient faire le ménage à la maison. C'est correct si le linge n'est pas toujours plié. Euh, donc, c'est déléguer sur tout ce qui est tâches connexes, demander de l'aide, livrer nos courses au lieu d'aller faire les courses. C'est vraiment de se trouver des petites stratégies. Bien sûr, tout ce qui est aspect self-care va prendre une toute autre tournure pour nous que pour quelqu'un d'autre. Donc, nous, partir là, une semaine en vacances là, sans enfants, c'est impossible. Mais c'est de prendre là, des micro-moments pour nous, puis de trouver là, des petites choses qui nous font du bien. Merci. Et Jessica, est-ce que tu as d'autres conseils? Oui, en fait, une chose que j'aimerais ajouter, c'est vrai, j'ai toutes fait ces choses-là. J'ai fait, du travail sur moi pour accepter justement que les tâches ne soient pas faites, comme j'aimerais qu'ils soient toujours faits, d'apprendre à déléguer, à moins prendre sur moi. Par contre, j'ai aussi eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont une relation avec mon garçon, dont ma mère. Puis, malgré que c'était difficile, on a continué. Ça fait 3 ans maintenant qu'on cultive la relation avec l'école en forêt. On a fait beaucoup de travail avec les gens là-bas sur l'éducation, sur le SEPD, sur le low demand pour qu'ils puissent fonctionner. Puis, en fait, c'est un peu grâce à Bianca que j'ai réussi récemment à lâcher prise puis à dire même si mon enfant en ce moment ne veut pas nécessairement aller chez ma mère ou nécessairement aller à l'école en forêt, j'ai réussi à trouver un équilibre où je peux le pousser dans un environnement où je sais qu'il est en sécurité, où je sais qu'il y a vraiment un bon lien créé pour que je puisse prendre cette pause-là. Est-ce que les répercussions peuvent être grandes? Parfois oui, parfois non. C'est un équilibre qu'on a atteint avec les années qui est plus difficile en petite enfance. Donc, pour encourager certains parents, plus qu'ils vieillissent, plus c'est facile de pouvoir trouver cet équilibre-là. Donc, c'est ça. Des fois, il faut juste se dire qu'on a le droit d'avoir une pause de quelques heures, puis qu'il est en sécurité, puis c'est correct. Merci. Je suis aussi, mes enfants vont à l'école en forêt. Je pense que c'est tellement une bonne chose pour tous les enfants, mais surtout pour les enfants, pas surtout, pour les enfants SEPD, c'est très spécial, je trouve, d'avoir ces espaces comme ça. Et puis finalement, une autre question de moi avant qu'on passe aux questions de nos auditeurs. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent
à propos du SEPD. Est-ce qu'il y a des aménagements que tu aimerais avoir pour tes enfants, pour toi, ou juste comme un mot final pour le- notre souhait pour nos enfants, pour le monde? Il faut comprendre la différence entre ne peut pas et ne veut pas. Donc, c'est des enfants qui ont un handicap du système nerveux. Je pense que quand on l'approche avec empathie, ça donne beaucoup, beaucoup de grâce à notre enfant. Notre enfant ne fait pas ça pour être mauvais, hein. C'est vraiment, vraiment, c'est une situation de handicap qui devrait être traitée comme telle, même si c'est invisible. Donc, je voudrais plus d'empathie puis plus de douceur envers ces enfants-là, plus de compréhension. Oui, moi aussi, je suis d'accord que j'aimerais que les gens réalisent que nos enfants ne peuvent pas surtout, souvent quand ils exhibitent des comportements qu'on pourrait juger, c'est simplement un symptôme du fait qu'ils ne peuvent pas faire telle chose qu'on leur demande. Puis moi, ce que j'aimerais dire, c'est faites-leur confiance. Souvent, ils savent ce qu'ils ont besoin, puis si on laisse un peu d'espace, ils sont capables d'atteindre leurs propres objectifs. Donc, j'aimerais que les gens apprennent à faire confiance aux enfants et surtout aux enfants qui ont un handicap du système nerveux. Mm. Merci. Ce sont les mêmes souhaits que moi j'ai aussi. Mhm. J'ai 4 questions dans le chat oh, oui. Alors, j'ai quelques questions déjà dans le chat. Et puis, je vais commencer avec la première. Comment pardon, d'insti- d'instiguer, oui, pardon, le SCPD et le TOP? Euh, je pense en anglais, c'est le ODD. Yeah. Oui. Oui, OK. Donc, quand on parle de ODD, top, ça laisse entendre que l'enfant fait exprès. OK? C'est le nerf de guerre, tout ça. Moi, je pense vraiment que les enfants font bien quand ils le peuvent. Donc, j'ai un petit peu de misère avec le ODD. Par contre, on va le reconnaître principalement parce que le ODD n'est pas jumelé à l'autisme. OK? Donc, le SEPD, PDA, c'est vraiment un profil de l'autisme. Donc, ils ne peuvent pas se séparer un et l'autre. On va le reconnaître avec le profil sensoriel beaucoup, qu'on ne va pas voir dans le trouble d'opposition. Le pilier vient avec un profil sensoriel assez marqué. On va le voir aussi parce qu'il va choisir souvent s'accrocher à un co-régulateur. OK? Donc, il est toujours, toujours en régulation avec sa personne, euh, chose qu'on ne voit pas nécessairement avec le trouble d'opposition. Puis, c'est vraiment conduit par l'anxiété, puis un besoin d'autonomie, de contrôle de son environnement. On va voir la réaction va être toujours en fight, flight, freeze, hein. Donc, je ne connais pas exactement la traduction, là, mais Le- on voit vraiment là, avec ce genre de réaction-là au profil SEPD qu'on ne voit pas dans le profil TOP. je pense que j'ajouterais aussi que avec le SEPD, on peut relier tout ce qu'un enfant fait, ça peut être relié à l'anxiété. Et puis avec le TOP, je crois que ce que j'ai lu, au moins, ça dit que il y a plus qui se passe aussi. C'est pas juste qu'ils sont anxieux, il y a des autres choses Ça comme serait relié poussent au là. trauma, Oui, c'est toutes sortes d'aspects, le trauma, tout ça. Euh, mais tu sais, l'aspect vraiment, ce que l'enfant le fait par exprès. Bon, oui, oui, ça, je suis d'accord. mais, je trouve qu'il est complètement différente avec le PDA. Puis, tu sais, on peut voir maintenant, il y a beaucoup d'adultes SEPD qui vont parler aujourd'hui de leur lutte interne, puis on réalise que c'est pas
il faut pas être si près, là. C'est plus fort. C'est vraiment une réponse anxieuse. Mhm. Oui. Oui. Alors, un peu relié à ça, très relié, une question, quelle est la différence entre le SEPD et l'autisme, puisque toute demande est un changement susceptible de causer l'anxiété et un envie de retrait? Alors, je vais vous laisser répondre. Je pense que c'est vraiment, c'est relié, c'est Oui. pas, on peut pas Oui. séparer. Non, on voit, ben, en fait, là, qu'est-ce qu'on appelle vraiment PDA ou SEPD est un profil de l'autisme. L'autisme vient souvent avec ce qu'on appelle demand avoidance. OK? Donc, un évitement des demandes sans qu'elles soient là, pathologiques. Ça va venir souvent avec un évitement de demande dû à la rigidité, souvent, l'inflexibilité, le besoin de routine. Par contre, euh, la source ne va pas être la même à l'évitement de demande puis à l'évitement de demande pathologique. Donc, on rajoute vraiment un handicap du système nerveux là, avec l'évitement de demande pathologique qu'on n'a pas avec l'évitement de demande traditionnelle. Merci. Euh, une autre question. Est-ce qu'un enfant qui refuse d'utiliser la salle de bain serait un exemple de SEPD internalisé? Je pense que Oui, ça dépend de l'enfant. absolument. Moi, j'ai un enfant là, qui est bon. Elle est très externe. La présentation est extrême, là, mais elle refuse ses demandes internes. Donc, mon enfant va refuser de se nourrir parce que c'est une demande interne. Mon enfant va se retenir d'aller à la toilette parce que c'est une demande interne. Mon enfant va éviter de faire des choses qu'elle aime, une de ses activités préférées, quand je lui suggère, parce que je lui fais une demande. Donc, c'est vraiment très, très complexe. Mais oui, on va voir tous les signaux internes du corps comme des demandes internes, absolument. Mhm. C'est ça, j'aimerais ajouter que c'est pas nécessairement un exemple de SEPD internalisé, c'est plutôt une réponse extériorisée d'une demande interne, Interne, tandis que exactement. quelqu'un qui internalise plus ses réactions va être plus dans le, le freeze. Oui, Euh, ouais, prendre, il va plus je sens bien. comme faire une obéissance extrême, mais tu sais, qui va causer vraiment de la détresse interne. C'est différent un peu de réagir de façon externe aux demandes internes. Comme mon garçon, lui, a de la difficulté quand il a très soif. C'est comme si la soif devient une demande interne qui provient de lui, mais il va extérioriser ses réactions. Ça va être une grosse réaction parce que là, il a soif, mais il veut pas aller chercher de l'eau parce que là, ça devient une demande. Mhm. Oui. Bon, une autre question. Comment savoir si un enfant a un profil SEPD si nous avons juste des soupçons, exister des questionnaires de dépistage? Ah. Oui, absolument. On peut trouver là, des différents questionnaires en ligne. C'est sûr qu'on n'est pas psychologue, hein, donc on peut se douter du profil de notre enfant. Je pense de plus en plus, on va trouver des docteurs en psychologie qui sont familiers avec le profil. Donc, ça peut valoir la peine d'aller faire une évaluation psychologique chez l'enfant. Et oui, il existe des formulaires que les médecins vont nous faire remplir pour voir si notre enfant cadre avec l'évitement de demande. Je vais Oui, ajouter. Oh, pardon. je voulais juste, oui, je voulais juste ajouter que ça vaut la peine souvent d'aller chercher cette évaluation-là parce que les psychologues peuvent apporter des recommandations qui vont être prises au sérieux par Mhm. l'entourage. Je voulais ajouter aussi que si vous cherchez un psychologue, un psychiatre pour faire une évaluation, je pense que ça vaut la peine si vous avez, spécialement si vous avez une fille ou un enfant qui présente comme fille, d'avoir un psychologue qui est spécialiste en les profils d'autisme pour les filles, parce que je sais que il y a beaucoup de filles qui, comme maintenant comme adultes, des femmes qui n'ont pas été diagnostiquées Mhm. en enfance parce que ça présente différemment que
que les garçons. Et puis, on peut manquer les enfants qui sont sur le spectre d'autisme. Alors, si vous avez une fille, je dirais faire la recherche, trouver un psychologue qui vraiment connaît les profils d'autisme en filles et puis Oui. aussi le profil d'autisme SEPD. Euh, D'autres questions? À quel âge un enfant peut être diagnostiqué avec le SEPD? Mon enfant avait 2 ans au premier diagnostic SEPD, donc on le voit on remarque bien les signes. Là. Quand on fait une rétroaction, on va le voir là, que c'était vraiment. On va voir les signes même bébé. Mon enfant avait 2 ans au premier diagnostic autisme avec profil SEPD. On a fait une mise à jour, une mise à niveau dernièrement. Puis elle est ressortie encore avec elle qu'est-ce qu'il appelle le Extreme Pathological Demand Avoidance. Donc, c'est comme une coche en haut. Euh, mais oui, ça peut être très jeune. Quand on va Pour- faire, on se met à analyser, on va dire, ah, ok, oui, là, je me souviens. Ah oui, bébé faisait ça. Ah, tu sais, puis on va voir tous les indices. Pour moi, pour mon garçon qui est autiste, il a été diagnostiqué à l'âge de 2 ans aussi. Oui. Il n'y a pas le profil SPT. Pour ma fille, elle avait 4 ans et puis elle avait été diagnostiquée avec l'autisme. Et puis c'était à 6 ans qu'on a fait comme tu as dit, un mise à jour oui, avoir euh, le titre de SEPD aussi ajouté à son profil. Euh, et puis, une question similaire, est-ce qu'il y a un âge recommandé pour faire l'évaluation? Je dirais, c'est jamais trop tard. Si c'est quelque chose que tu penses que ça peut être ça pour ton enfant, aussitôt que possible. Oui. Oui. Ouais. Euh, j'ai quelques questions selon les ressources. Juste en communauté, je vais dire qu'on va mettre des ressources et les sites en ligne avec la présentation. Alors, s'il y a d'autres questions selon ça, on va faire de nos mieux pour trouver les ressources pour vous. Euh, une autre question. Comment différencier les comportements renforcés comme ne plus répondre à son prénom parce que trop de demandes posées sur un enfant autiste, dont le renforcement de l'environnement et ce syndrome? Je ne suis pas sûre J'essaie. de comprendre, je Oui, m'excuse. est-ce que tu peux lire la question aussi? Comment différencier les comportements renforcés comme ne plus répondre à son prénom? Euh, Euh, parce que trop de demandes posées sur un enfant. Ah, alors, je pense que si je comprends bien, c'est que quand on a un enfant autiste, des fois, si on pose beaucoup de demandes comme en même temps, ça peut causer, je dirais, comme un Mhm. Un meltdown peut-être. sabotage. Alors, comment différencier les comportements juste autistes que SEPD qui, je dirais, c'est plus quand c'est SEPD. C'est moi, si je parle de mon expérience personnelle là, avec mon enfant, on le voit, là, il n'y a pas de question. Euh, donc, peut-être si on se pose la question quoi et quoi, c'est que c'est peut-être pas tant je veux pas dire que c'est pas PDA, c'est sûr que ça peut être un profil plus internalisé, mais habituellement, on va voir là, quand ça devient vraiment, la réponse va être vraiment conduite par l'anxiété. On va voir dans la gestuelle de l'enfant, dans le ton de voix de l'enfant va changer. Euh, il faut apprendre à regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup notre enfant. On va devenir vraiment là, comme l'expert de notre enfant. Puis, on va voir. Ouais, je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, honnêtement, là, parce qu'on le voit, mais je ne sais pas expliquer comment je le vois. Mais moi, j'aimerais rajouter peut-être que c'est pas nécessairement si important de savoir si ça provient
du SEPD ou si ça provient simplement d'un enfant autiste qui est surstimulé par Ouais. toutes les demandes. Dans le fond, le but, c'est d'accommoder l'enfant qu'on a devant nous. Puis si les demandes sont clairement trop pour notre enfant autiste, SEPD ou peut-être neurotypique ou TDAH, ben c'est de peut-être de regarder comment on peut l'accommoder. C'est sûr que le SEPD demande plus d'accommodation, plus d'anticipation, mais d'après moi, tous les enfants devraient être accommodés quand on voit qu'ils sont surstimulés. Merci. J'ai une dernière question que peut-être vous deux peuvent répondre selon votre expérience. Quels sont les symptômes qu'on peut voir à environ 2 ans pour un parent que peut-être a un enfant de 2 ans? C'est c'est très, bon, moi, je parlais dans mon cas, c'était très, très, très explosif. Puis là, mais voyons, il n'y a rien qui fonctionne. Mais qu'est-ce que je fais de pas correct? Euh, bon, moi, une chance que chez mon deuxième enfant que ça s'est présenté, parce que si ça s'était présenté chez mon premier, j'aurais sûrement dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'était très, plus jeune, on voyait beaucoup de stratégies sociales pour éviter les demandes. Donc, l'enfant va prétendre être un chat si on lui demande de mettre, de s'habiller ou des trucs très, très farfelus que je me disais, ben voyons, là. Puis tranquillement est venue là, la suspicion d'autisme. Puis le docteur qui a fait l'évaluation m'a dit, ben écoute, elle cadre au profil PDA, ton enfant. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, mais on le voyait beaucoup, c'est ça, avec les évitements, en utilisant des stratégies sociales, je dirais plutôt. Des réactions très, très, très explosives qui étaient démesurées là, pour un enfant de 2 ans. Ben, voyons. Le profil sensoriel était assez intense. Là. Donc, je dirais vraiment réaction démesurée, profil sensoriel, puis stratégie sociale des Oui, je dirais la même chose pour mon garçon. C'était à cet âge-là, c'était un besoin de co-régularisation filles. plus élevé que la moyenne. Euh, encore, tu sais, l'anxiété restait, dans le fond, les enfants, souvent, ils vont commencer à explorer plus, mais l'anxiété restait l'anxiété de séparation, qu'on pourrait dire quand on connaît pas ça. Donc, plus d'anxiété, puis aussi, nous, on a les deux des enfants plus externalisateurs, donc des comportements plus explosifs. Mais j'imagine qu'avec un enfant qui internalise les choses, je dirais plus l'anxiété puis le besoin constant de co-régularisation. Moi, je dirais oui Un aussi. gros besoin de contrôle aussi, hein. On va le voir avec Oui, le besoin de Oui. contrôle. Oui. oui. Et puis, mon enfant SEPD, elle est la plus jeune de trois, et puis elle doit être en charge. Et puis même quand elle Ouais. avait 2, 3 ans, ses grands frères, non, c'est moi et je Ouais. décide qu'est-ce qu'on fait, on va jouer à ça, on va le faire comme ça. Non, tu peux pas gagner, ça doit être moi qui gagne. Euh, oui. Et puis aussi le point sur les évitements sociaux, les masques sociaux. Ce que ma fille, elle faisait, elle pouvait parler très, très clairement. Elle parlait extrêmement bien pour un enfant de 2 ans, mais quand elle ne voulait pas engager, elle commencerait à parler comme un petit bébé. Et puis, je disais, pourquoi tu parles comme ça? Utilise ta voix. Et non, mais des petites parleurs de bébé. Alors, j'ai trouvé ça vraiment difficile à comprendre, mais maintenant, comme je comprends un petit peu plus, mais c'était vraiment, ça c'était, j'aurais dû penser un petit peu plus quand elle avait 2 ans, que ce serait quelque chose sur le SEPD. Euh, bon, je pense que c'est toutes nos questions qu'on a. Samantha, est-ce que Oui. euh, je ne sais Ouais, pas. donc, ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais remercier Bianca, Jessica et Julia. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Oui, merci.